j'étais dans le Marais en train de manger une glace un dimanche, il faisait beau, en juillet, et en fait en 1 minute, tout a basculé. Bienvenue, c'est chez moi. Dès le lycée, j'ai été un peu bridée dans mes aspirations. Et du coup, j'ai fait SMAT, j'ai eu fait session de jury, j'ai fait comme on voulait que je fasse. Ensuite, j'ai accepté une offre de McKinsey, cabinet de conseil. J'ai rencontré les fondateurs de Conto qui réfléchissaient juste à l'époque. Ils venaient de revendre leur boîte, ils réfléchissaient à une idée de banque. Et je les ai rejoints assez rapidement quand ils ont décidé de monter l'idée. Pour moi, il y avait 2 What's Next cohérents avec ma carrière. C'était être fondeur ou être investisseur. Mais je trouvais que c'était une bonne période pour monter ma boîte finalement, puisque j'avais peu de contraintes, j'avais pas de famille à charge. Enfin, j'étais mariée, mais j'avais pas d'enfants. On s'est dit comment être sur une scène internationale dès le premier jour, c'est faire Y Combinator, qui est quand même le plus prestigieux. C'est toujours cette quête du mieux, d'être première de la classe finalement. Et c'est allé assez vite. On a constitué une équipe rapidement de 6 personnes. C'était hyper intense. Ça se finit par le Demo Day, donc on pitch devant 1000 investisseurs, 1 minute. Donc c'est vraiment l'elevator pitch à l'américaine. Donc c'est aussi quelque chose que j'ai voulu apprendre en allant à YC. Quand je suis dans la zone de confort, je m'ennuie et je cherche toujours le défi. Si je fais une vague d'1 mètre, après je veux la vague de 1,5 m, etc. Et je pense que ma vie, ça a toujours été what's next, le truc le plus dur. Une fois que j'avais atteint un objectif, c'était vraiment lequel est le prochain, quoi. Il y a une partie de ma famille, c'est Boat People, qui est allée aux États-Unis. Mes parents, ils ont eu la chance de pouvoir aller en France, où t'as des bourses, ils ont pu faire des études, ils ont pu avoir un bon travail ensuite, ce qui est beaucoup plus dur aux États-Unis. Donc dans tout ça, ils ont eu de la chance, mais ils ont dû tout laisser et tout reconstruire de zéro. Et donc il y a un peu cette mentalité de faut se battre en fait, il faut toujours se battre pour quelque chose, il faut toujours être... il n'y a pas d'excuse en fait. Si eux, ils ont pu reconstruire tout, avoir une situation confortable, et que moi, j'ai pas eu à vivre ça, il fallait que je me batte encore plus en fait. Je pense que c'est ça leur mentalité. Ils voyaient pas que je m'endorme en fait dans le confort. En fait, ma famille paternelle est du nord du Vietnam, donc très lettrée, et ma famille maternelle est du sud du Vietnam, donc plus business. Et donc, du coup, ma grand-mère maternelle était la première femme à passer le bac de français, sachant que parler français, passer le bac de français à l'époque, c'était vraiment quelque chose de très prestigieux. Donc j'ai cet héritage-là. Mon frère aîné, il a fait prépa, il était à Louis-le-Grand, donc moi, je pouvais qu'avoir une bonne prépa, sinon c'était déjà un ratage. Je pense que mes parents... Ils voient la grosse entreprise comme quelque chose de bien en fait, et ils seraient, je pense, beaucoup plus rassurés si j'avais travaillé pour une entreprise du CAC 40 ou quelque chose comme ça. Je me rends compte que ce côté très taiseux, on dit jamais qu'on est fier, etc., c'est très culturel. Donc je pense qu'au début je le prenais un peu personnellement, maintenant je comprends qu'en fait presque tous mes amis vietnamiens vivent la même chose. J'étais sur l'adrénaline pendant longtemps, donc on a aussi cette stimulation de tous les moments, toutes ces notifications, tous ces wins, cette hyper croissance, ce sentiment de succès finalement qui est galvanisant et qui permet de survivre aux nuits très courtes, au stress permanent, aux notifs toutes les 3 minutes. Et je pense que j'ai fait une pause quand mon père a eu un accident de kitesurf et qui lui a été fatal. J'étais forcée de faire une pause et j'étais aussi forcée de me demander... En fait, il était en pleine forme, donc en fait, ma mère m'a appelée et j'étais dans le Marais en train de manger une glace un dimanche, il faisait beau, en juillet,
Et en fait, en 1 minute, tout a basculé. Et donc j'étais forcée de me poser la question, est-ce que si dans 2 mois tout bascule pour moi, est-ce que j'aurais eu le sentiment que j'ai utilisé mon énergie à quelque chose d'important pendant ces 2 mois? Et après l'accident de mon père, la première fois que je suis allée dans l'eau, j'avais de l'eau aux genoux et j'avais peur de me noyer en fait. C'était complètement bizarre, la mer était plate. On sait toujours que la vie est courte, mais quand on perd son père en 1 minute, on se dit que la vie est vraiment courte. Et du coup, je suis passée d'un mindset où je me disais comment optimiser entre guillemets mon succès, comment être dans le next step qui optimise ce que j'apprends, mon succès aux yeux des autres, etc. à comment être dans mon next step où si je meurs dans 1 mois, je me dis j'ai fait un truc que j'aurais regretté de ne pas faire à ce moment-là. J'ai lu énormément de livres sur la psychologie, sur le coaching, sur comment des sportifs de haut niveau réfléchissent, ont été coachés, etc. Mais en fait, parfois, j'ai beau savoir les choses, je ne les fais pas. Là, j'ai un coach qui m'aide au quotidien sur à la fois fixer les bons objectifs, à la fois me soutenir quand je ne les ai pas atteints, parce que quand j'essaie de changer un pattern psychologique, c'est dur, et qui m'aide dans la pratique et sur le terrain. Donc maintenant, je fais très attention à être dans un environnement de travail, en tout cas, qui trigger, c'est plutôt des choses positives pour moi, donc qui ne va pas encore m'enfoncer dans des insécurités, tout en gardant le défi. C'est ça la chose difficile, le défi. Mais comme tout fondeur, je pense que je réfléchis plus aux employés, à comment ils se sentent, qu'à moi, ma propre forme et ma santé mentale. Et c'est pas forcément la bonne façon de réfléchir. Et c'est un exemple de théorie qu'on sait. On sait que c'est une fondeur et pas en forme. Du coup, ça se transparaît sur ses équipes. Mais c'est dur de l'appliquer. J'ai vraiment vécu pas mal de temps en me disant si tu te sens fatigué ou au bout du rouleau, c'est que t'es faible en fait. Et je pense que c'est faux. Et je pense qu'en tant que leader et fondeur, faut pouvoir en parler, faut pouvoir idéalement le prévenir. Et si ça arrive, faut que l'équipe se sente en confiance pour en parler. Et je suis assez contente que, entre guillemets, certains employés arrivent à se confier. Bien sûr, je reste leur boss, donc ça va se limiter, mais par exemple, je leur ai dit que j'avais un coach parce que c'était dur d'entreprendre. Et j'essaie de trouver l'équilibre entre leur montrer que je ne suis pas superwoman, mais j'essaie de m'entourer pour y arriver. Et c'est pas grave s'ils ne sont pas des super-héros non plus tous les jours, 24h/24.